Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Caritas Nishimigwe et j'ai le plaisir d'animer le webinaire d'aujourd'hui organisé par le Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité sous le thème « Réaliser un inventaire des renseignements personnels ». Nous avons l'honneur d'accueillir des invités de marque provenant de l'Université Laval, de l'Université de Montréal ainsi que du ministère du Conseil exécutif. Tout au long de cette rencontre, nos conférenciers approfondiront le sujet à l'ordre du jour en partageant leur expérience concrète et leurs pratiques sur le terrain. Ils répondront également aux questions d'ordre général que vous avez transmises lors de votre inscription et qui ont été sélectionnées en fonction de leur intérêt pour l'ensemble des participants. Pour assurer le bon fonctionnement du webinaire, certaines fonctions de Microsoft Teams ont été désactivées, notamment vos micros et vos caméras. À noter que cette rencontre est enregistrée et sera mise en ligne sur le site web de notre secrétariat. Vous pourrez ainsi la revoir au moment qui vous conviendra. De plus, les PDF des présentations vous seront transmis après l'événement. Enfin, veuillez noter que les propos, analyses ou interprétations exprimées aujourd'hui n'ont pas valeur d'avis juridique. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. On va regarder l'objectif de ce webinaire. À la fin de ce webinaire, vous serez en mesure de définir ce qu'est un inventaire des renseignements personnels, de savoir pourquoi il est essentiel de le réaliser et de le maintenir à jour. Vous sauriez également identifier qui doit être impliqué dans cet exercice au sein de votre organisation, savoir quand cet exercice doit être réalisé ou mis à jour et enfin, vous sauriez la méthode à appliquer pour réaliser concrètement l'inventaire des renseignements. Avant de donner la parole à notre premier conférencier, permettez-moi de faire un bref rappel du cadre juridique entourant l'inventaire des fichiers des renseignements personnels tels que nous imposent plutôt les articles 71 et 76 de la loi sur l'accès. L'article 71 de la loi précise qu'un organisme public doit consigner dans un fichier de renseignement personnel tout renseignement qui est identifié ou peut être retrouvé à partir du nom d'une personne, d'un signe ou d'un symbole qui lui est propre, ou encore qui a servi ou est destiné à servir à une décision la concernant. Pour répondre à une des questions posées par une des participants, un fichier peut concerner les renseignements personnels conservés sur différents supports. Ça peut être numérique, papier ou audio. De plus, chaque organisme est libre de choisir comment il organise ses fichiers de renseignements personnels. Il peut créer plusieurs fichiers selon ses activités. Exemple, fichier de paye, accident, relations de travail, etc., etc. Et l'article 76 vient nous dire: vous devez établir, dresser un inventaire de l'ensemble de ces fichiers. Et cet inventaire doit être accessible à toute personne qui en fait la demande, sauf bien entendu dans les cas où la loi permet de refuser ou de confirmer l'existence de certains renseignements personnels. Cet article vient préciser les renseignements qui doivent plutôt se retrouver dans cet inventaire, comme vous le voyez ici sur le tableau, identification du fichier, mode de gestion, etc., etc. Pour les organismes assujettis au règlement de diffusion, le paragraphe 5 de l'article 4 vient ajouter une exigence supplémentaire, l'obligation de publier sur leur site Internet l'inventaire de leurs fichiers de renseignements personnels dans la mesure où ces renseignements, bien entendu, sont accessibles en vertu de la loi. Ici, il s'agit juste d'un rappel des obligations qui nous incombent depuis plusieurs années. Notre prochain invité nous présentera comment l'Université Laval a réalisé cet inventaire et surtout
comment celui-ci est devenu un outil stratégique au service de la gestion de la conformité et de la transparence. Sur ces mots, accueillons sans plus tarder M. Thomas Forget. Alors, bonjour M. Forget. Monsieur Forget dirige le Bureau de la protection des renseignements personnels et offre des services conseils à plus de 8000 membres du personnel de l'Université Laval, et ce depuis 2022. Il a occupé avant différents postes liés à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels au sein du ministère de la Sécurité publique, Élections Québec et de la Commission d'accès à l'information. Monsieur Forget détient entre autres des certifications telles que Certified Information Privacy Manager et Certified Information Privacy Technologist décernés par l'International Association of Privacy Professionals. En 2022, ces dernières lui a octroyé le titre de Fellow in Information Privacy. À vous la parole, Monsieur Forget. Bonjour tout le monde. Donc, je suis content d'être ici ce matin. J'aimerais d'abord remercier le SRIDAI de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Aujourd'hui, je veux avant tout vous présenter un outil fondamental pour les responsables de la protection des renseignements personnels, surtout quand on débute dans ce rôle-là, l'inventaire des fichiers de renseignements personnels. Mais c'est aussi utile pour ceux qui ont plus d'expérience, croyez-moi. Personnellement, j'ai réalisé cet exercice-là dans 3 organismes différents, puis je n'ai jamais regretté de l'avoir fait. Donc, on va voir ensemble ce matin pourquoi vous devez aller au-delà des obligations légales. Donc, aller plus loin que ce qui est prévu strictement aux articles 71 et 76 de la loi sur l'accès. Selon moi, l'inventaire peut devenir un véritable levier pour structurer votre gouvernance, responsabiliser plutôt les unités administratives, renforcer la transparence et faciliter aussi votre travail au quotidien. Bref, je vise avant tout à vous expliquer comment cet inventaire peut devenir un outil stratégique pour votre organisation et aussi pour vous. Pour illustrer concrètement ce que ça représente, je vous partage un peu quelques exemples tirés de notre propre inventaire à l'Université Laval. Donc, depuis que nous avons démarré notre exercice, on a déjà recensé 88 fichiers de renseignements personnels. Et ce n'est pas fini parce qu'on en ajoute encore à l'occasion. Parmi ceux-ci, on va évidemment retrouver plusieurs dossiers étudiants qui soient soit gérés par le bureau du registraire ou par des facultés directement. Nous avons aussi des dossiers liés aux services aux étudiants, aux cliniques universitaires de santé ou de services sociaux, des dossiers patients. Évidemment, tout ce qui touche les dossiers du personnel, le recrutement, la rémunération, les comptes de dépenses, etc. On retrouve aussi différents dossiers liés aux usagers qui utilisent nos services, comme le service des activités sportives, le PERS, pour ceux qui le connaissent, la bibliothèque, les activités de formation continue. Donc, même si on est une université, on a des renseignements personnels sur un paquet de personnes différentes qui ne sont pas seulement des personnes étudiantes. Donc, on a aussi des déclarations de fichiers pour nos diplômés, nos donateurs, de même que pour toutes sortes de demandes diverses, comme le traitement des plaintes, les demandes d'accès à l'information, les documents officiels, les archives, etc. Mais au-delà du nombre de déclarations qui va varier d'un organisme à l'autre, ce que je veux vous faire réaliser, c'est que chaque fichier est structuré autour d'une finalité précise. À quoi servent ces renseignements-là? Puis, ultimement, quelle unité administrative à l'interne en est responsable? Donc, comme vous pouvez voir, on a plusieurs fichiers différents liés à la gestion des études, puisque dans les faits, par exemple, les renseignements qu'on détient pour la gestion des stages à la Faculté des sciences infirmières vont être traités différemment de ceux pour l'admission par le bureau du registraire. Donc, on a fait ce choix-là de structurer nos différents fichiers en fonction de, finalement, à quoi ils servent, ces renseignements-là. Même s'ils concernent tous les mêmes types de personnes, c'est vraiment des traitements, des finalités vraiment différentes. Bref, vous comprenez que ce que je vous dis ce matin, c'est que vous devriez organiser vos fichiers de renseignements personnels de façon, en fonction de la raison pour laquelle ils sont recueillis, les renseignements. Comment que les renseignements sont utilisés dans votre organisation. C'est selon moi la clé pour bien structurer votre inventaire. Maintenant, je veux surtout vous expliquer pourquoi, selon moi, il est nécessaire d'aller plus loin que ce que la loi exige. La première raison, c'est que l'inventaire, c'est avant tout une façon de vous aider dans votre rôle de responsable de la protection des renseignements personnels. Parce que l'inventaire, il peut devenir un véritable outil de gestion intégrée.
En réalisant, vous allez probablement identifier que vous avez des renseignements sensibles, moins sensibles, puis vous allez sûrement tomber sur, faire des surprises, découvrir des renseignements que vous ne saviez même pas que votre organisation détenait. Donc, par le fait même, vous allez récupérer des enjeux des conformités, puis aussi détecter où sont les besoins de formation du personnel, les gens qui manipulent ces renseignements-là. Est-ce qu'ils détiennent toute la connaissance nécessaire pour pouvoir les manipuler, pour s'assurer des règles de protection des renseignements personnels? Vous pourriez découvrir, par exemple, qu'un de vos services conserve des données depuis 15 ans sans aucune justification, sans respecter les règles de conservation. Je crois que ça, c'est un cas classique dans l'ensemble des organismes publics au Québec. Des employés ont des accès à des dossiers sans en avoir besoin, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de mécanisme de révision de gestion des accès. L'inventaire va aussi faciliter le traitement des demandes d'accès et de rectification de renseignements personnels. Car vous allez savoir exactement où se trouvent les renseignements personnels détenus par votre organisation. Donc, quand vous allez avoir une demande, vous allez être plus facilement en mesure de savoir vers qui vous tournez. Puis, si vous avez déjà traité des demandes de personnes qui veulent obtenir tous les renseignements à leur sujet, là, vous allez pouvoir les référer à votre inventaire pour qu'ils puissent identifier eux-mêmes plus précisément quel dossier qu'ils veulent obtenir, quels sont les renseignements qu'ils veulent obtenir plutôt qu'aller cogner la porte de l'ensemble de vos secteurs. Bref, pour un nouveau responsable de la PRP, l'inventaire, c'est aussi un excellent outil pour prendre connaissance de votre organisation. Il va vous permettre de découvrir les pratiques, les systèmes d'information, les flux de données, les zones de risque. Donc, c'est une façon concrète de vous approprier votre rôle sans avoir à tout maîtriser d'un coup. Une autre raison pour aller plus loin, c'est que selon moi, l'inventaire il est là pour vous aider à responsabiliser vos unités administratives, les unités administratives de votre organisation et leurs gestionnaires. On comprend ici que réaliser un inventaire, ça ne peut pas se faire seul dans le bureau du responsable de la PRP. Donc, chaque unité administrative va devoir collaborer au processus et comprendre les renseignements qu'elle détienne. Ce sera aussi l'occasion de sensibiliser les gestionnaires d'unités, les membres du personnel sur comment ils peuvent agir concrètement. Revoir leurs pratiques, améliorer les mesures de sécurité, réviser les accès, planifier la destruction des données, etc. Par exemple, un gestionnaire peut décider de restreindre l'accès à certains dossiers ou de mettre en place un processus annuel de destruction pour respecter les règles de conservation. Au final, tout cela vise à développer une culture organisationnelle de protection des renseignements personnels. Donc, on parle d'un modèle centralisé où tout repose un peu sur les épaules du responsable de la PRP, une approche plus décentralisée où chaque unité administrative qui détient les renseignements personnels devient un acteur qui a un rôle à jouer. Ça, c'est essentiel pour que la PRP soit intégrée dans vos pratiques quotidiennes. Puis je vous dirais que de manière générale, la réalisation d'un inventaire, c'est aussi un bon prétexte pour parler de PRP à travers votre organisation, de faire de la pédagogie, de rappeler des principes, les règles à respecter, etc. Souvent, en tant que responsable de la protection des renseignements personnels ou en tant que conseiller en PRP, on a tendance à oublier que nos interlocuteurs dans notre organisation ne connaissent souvent pas très bien les règles, puis qu'il faut leur rappeler exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ça permet par le fait même aussi de rappeler, c'est qui les premiers responsables de la PRP? Même si on peut avoir le titre de responsable de la protection des renseignements personnels, ultimement, selon moi, c'est les unités qui détiennent, qui traitent des renseignements personnels au quotidien, qui sont les véritables responsables. C'est eux qui prennent des décisions qui peuvent affecter la protection de ces renseignements-là. Troisième raison, la transparence. Un bon inventaire permet de voir clairement quelles données votre organisation recueille, utilise, partage, conserve, etc. Ça va faciliter la rédaction des avis de collecte de renseignements, c'est-à-dire l'information qu'on doit fournir selon l'article 65 de la loi sur l'accès lorsqu'on recueille des renseignements auprès d'une personne. Donc, l'information que vous allez documenter dans votre inventaire va aussi vous permettre de rédiger vos politiques de confidentialité puis d'être cohérent dans l'information que vous fournissez. Donc, ça vous évite de réinventer la roue à chaque fois. Par exemple, si vous rédigez un avis de collecte pour un nouveau formulaire, vous allez pouvoir vous appuyer sur l'inventaire pour savoir exactement à quoi servent ces renseignements-là, comment ils sont utilisés, puis à qui ils sont communiqués pour cette fin-là. L'inventaire va aussi rendre plus facile l'exercice des droits d'accès, de rectification, de retrait du consentement.
hein, parce qu'on va avoir d'accès du point de vue du public, qui va être capable de savoir, d'avoir une meilleure idée de qu'est-ce que les gens ont, qu'est-ce que les organisations détiennent à leur sujet. Donc, même si votre organisation n'est pas soumise au règlement sur la diffusion, ben, on se rappelle qu'un inventaire demeure un document accessible sur demande, puis qu'au final, il n'y a rien qui vous empêche aussi de le diffuser en tout ou en partie, hein, pour ceux qui ne sont pas sujets au règlement, évidemment. Bref, c'est un outil pour devenir proactif, responsable, puis montrer que votre organisation prend la PRP au sérieux. Puis je pense que depuis la loi 25, la plupart des organisations veut démontrer qu'elle prend la protection des renseignements personnels au sérieux. Donc, l'inventaire permet aussi de souligner à votre organisation, aux instances de votre organisation, que, écoutez, l'organisation, la PRP, est faite correctement. Maintenant, comment tu te prends pour faire un bon inventaire des fichiers de renseignements personnels? Bien, mon premier conseil, c'est de ne pas partir de zéro, hein. Utilisez ce que vous avez déjà, l'inventaire précédent, le plan de classification, le calendrier de conservation, l'organigramme, une liste des systèmes informatiques. Vous avez sûrement plus d'informations que vous le pensez. Quand moi, je suis arrivé en poste à l'Université Laval en 2022, bien, j'ai réussi à trouver une version du dernier inventaire, hein, qui avait été faite en 1992. Même si c'était utile, je vous invite quand même à ne pas attendre 30 ans avant de mettre à jour votre inventaire, ça va être plus facile. Vous pouvez commencer par référer les services qui traitent davantage des renseignements personnels de façon structurée, hein, les ressources humaines, les services à la clientèle, la gestion des opérations, hein, vous connaissez votre organisation. Personnellement, je trouve que c'est plus facile de structurer l'inventaire sur la base des systèmes informatiques qui les conservent, hein. Mais même si on a encore des renseignements personnels sur des supports papier, de plus en plus, les renseignements personnels sont dans des systèmes de gestion, donc de les structurer sur la base de ces systèmes-là facilite les choses. Deuxième conseil, mais ne le faites pas seul, hein. Impliquez les gestionnaires, les responsables TI qui connaissent les systèmes d'information, votre collègue responsable de gestion documentaire, évidemment. Allez-y simplement, étape par étape, un morceau à la fois. Donc, organisez des ateliers de travail, expliquez bien qu'est-ce qu'un fichier de renseignement personnel, c'est quoi l'inventaire, hein? Pourquoi cet exercice-là est important. Ça peut faciliter l'adhésion des membres de vos collègues dans votre organisation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions simples aux gestionnaires, hein. C'est quoi les renseignements personnels que vous conservez? À quoi ils servent? Comment ils sont organisés? Ces échanges-là vont vous permettre d'identifier les fichiers sans avoir à tout deviner vous-même. On ne se met pas trop de pression non plus. Votre rôle, c'est de poser les bonnes questions et de coordonner le processus, hein. Vous êtes là pour structurer la démarche, pas nécessairement pour tout savoir. Maintenant, comment créer un bon gabarit de déclaration, hein? Parce que pour que l'inventaire soit utile, bien, il faut que la gestion de ces renseignements-là, de ces informations-là, soit consignée dans un support qui vous est utile. Donc, c'est pour ça que je vous invite à aller au-delà des exigences minimales de la loi si vous voulez que ça soit utile. Donc, adaptez-le à votre besoin et à votre contexte. Rappelez-vous que l'objectif, c'est que le fichier soit compréhensible par le public, hein, parce que c'est un objet de transparence. Mais ce que je vous dis aussi, c'est que si vous voulez que ça serve comme un outil de gestion, bien, il faut aussi que ça soit compréhensible et utile pour vous et vos collègues à l'interne. Ça vous appartient un peu de déterminer de quelle façon vous allez gérer tout ça. Si vous êtes dans une petite organisation avec peu de fichiers, bien, probablement que vous pouvez vous contenter d'un formulaire que vous allez avoir développé, que vous allez transmettre là, en mode collaboration avec vos collègues, etc. Si vous êtes dans une plus grande organisation, probablement que vous allez avoir besoin d'une base de données pour consigner tout ça, puis surtout réviser l'information qui est inscrite dans votre inventaire. C'est ce qu'on a fait à l'Université Laval, là. On est passé des 90-88 fichiers Word séparés à une application qu'on a développée dans Microsoft 365. Donc, il y a plusieurs façons de gérer tout ça. Par manque de temps, je n'aborderai pas précisément comment nous avons développé cette application-là. Dans tous les cas, hein, prenez ce qui vous parle. Adaptez l'inventaire à votre réalité, à votre organisation. J'ai quand même quelques suggestions à vous faire. Si vous voulez responsabiliser vos équipes, bien, identifiez dans la déclaration quelle unité est responsable de ce fichier-là. Vous allez peut-être être surpris et réaliser que certains secteurs ne se considèrent pas toujours responsables des renseignements personnels qu'ils détiennent.
Ils vont dire, ben, c'est pas nous, c'est l'informatique, hein, c'est une solution informatique, donc c'est pas nous qui s'en occupons, mais quelque part, c'est l'unité qui les gère, qui les recueille, qui les traite, qui devrait être responsable du fichier d'enseignement personnel. Si vous voulez que ça soit compréhensible, précisez aussi des finalités. À quoi servent les renseignements personnels? Ne vous contentez pas de dire que c'est nécessaire à l'application de la loi X, Y, Z, hein, parce qu'en pratique, ça ne parle pas vraiment beaucoup, ni à l'interne, ni à l'externe. Encore là, je vous rappelle que ce sont des informations que vous avez déjà fournies, que vous devez fournir lorsque vous recueillez des renseignements personnels en vertu de l'article 65. Identifiez aussi en détail à qui les renseignements sont communiqués. Hein, à quel tiers, sur quelle base, sur la base du consentement ou avec une exception prévue par la loi. Est-ce que c'est une communication hors Québec? Même chose si vous utilisez des renseignements pour une autre finalité, documentez ces situations-là. Est-ce que c'est avec le consentement, avec une fin compatible, à des fins statistiques, etc. Donc, le niveau de détail que vous allez ajouter à l'inventaire va vous aider à améliorer votre propre compréhension des renseignements personnels que votre organisation détient. Comment ils sont gérés? Ils sont où les lacunes en matière de conformité? Un dernier conseil maintenant au sujet des durées de conservation. Je vous invite à ne pas seulement indiquer que les renseignements sont conservés selon ce qui est prévu au calendrier de conservation. Le point de vue de transparence, ça ne dit rien à personne, surtout quand la plupart du temps, les calendriers de conservation ne sont pas diffusés. Donc, moi, je trouve que c'est utile de venir décrire en détail les durées de conservation applicables à chacun des fichiers, puis en donnant aussi une référence précise à la règle de conservation. Donc, travaillez en collaboration avec votre responsable de la gestion documentaire. Cette façon de faire-là, ça va aussi faciliter la compréhension de vos collègues dans vos unités, qui ne sont souvent pas très familiers avec le calendrier de conservation ou le plan de classement. Donc, de venir mettre l'ensemble des informations liées à la gestion des renseignements personnels dans un seul outil, ça facilite la vie de tout le monde. Puis, par rapport aux durées de conservation, bien, réaliser un inventaire, c'est aussi une bonne occasion de ressortir votre calendrier et d'actualiser les règles. Si votre calendrier n'a pas changé depuis des années, bien, possiblement que vos processus d'affaires ont changé, il y a des nouvelles initiatives, etc. Donc, il y a peut-être des nouveaux renseignements personnels qui ne sont pas répertoriés dans le calendrier, dans le plan de classement. Donc, c'est l'occasion d'actualiser tout ça. Finalement, on se rappelle que l'inventaire, ça veut aussi un document accessible au public. Donc, pensez aussi à ces lecteurs-là. Rédigez-le en conséquence, en termes simples et clairs, comme la loi 25 nous invite à le faire. On évite les acronymes, surtout dans la fonction publique. La plupart des organismes publics, il y a beaucoup trop d'organismes, beaucoup trop d'acronymes, vous le savez tous. Donc, ça ne veut rien dire pour le public à l'externe. Évitez d'utiliser trop d'acronymes. Des termes qui ne veulent rien dire pour des personnes qui ne travaillent pas chez vous. Je trouve que c'est utile de venir placer une description sommaire qui va permettre de comprendre simplement en quelques phrases quels sont les renseignements personnels fertiles dans ces fichiers-là et à quoi ils servent. Bref, ce que je vous recommande, c'est de documenter toute l'information pertinente liée à la gestion des renseignements personnels au même endroit, dans l'inventaire des fichiers de renseignements personnels. Maintenant qu'on a réalisé l'inventaire, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas le laisser dormir, évidemment. On ne se le cachera pas. La réalisation d'un inventaire peut parfois être longue, surtout selon la taille de votre organisation. Ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement. On demande la collaboration de tous les secteurs qui ont toujours d'autres choses à faire, mais c'est un exercice, il faut qu'il soit fait. Je vous dis, allez-y une étape à la fois. C'est pour ça qu'il faut quand même penser à le réviser périodiquement, puis penser à la révision dès le départ. Idéalement, vos règles de gouvernance en protection des renseignements personnels devraient aussi contenir des responsabilités concernant l'inventaire et sa révision. Qui est responsable du processus? Donc, vous comprenez que l'inventaire, ça a le potentiel de devenir un outil de gestion pour améliorer la conformité et la transparence. Donc, utilisez-le, comme j'ai dit tout à l'heure, pour rédiger vos avis de collecte, vos politiques de confidentialité, vos libellés de consentement. Donc, soyez cohérents. Vous pouvez utiliser la même information, les mêmes termes. L'inventaire devient votre référence. Donc, l'information que vous avez documentée devrait vous servir à chaque fois que vous avez l'occasion de la réutiliser. J'invite aussi à croiser les données avec d'autres outils comme le registre des communications, des utilisations secondaires prévu à l'article 67.3. Donc, si on est venu documenter dans l'inventaire qu'on communique des renseignements avec tel prestataire de service ou avec tel organisme en vertu de telle disposition de la loi, ça devrait se retrouver aussi dans votre registre de communication. En matière de conformité, bien,
Utilisez l'inventaire pour planifier des actions ciblées, hein, si vous trouvez des lacunes dans votre organisation. Puis je dis ici, mais il y a sûrement des lacunes dans votre organisation, comme dans la plupart de l'ensemble des organisations publiques. Donc, faites des vérifications supplémentaires, accompagnez vos unités qui ont des besoins particuliers. Par exemple, si vous avez identifié que vous communiquez des renseignements personnels à des prestataires de services que vous ne connaissiez pas, bien, vous pouvez profiter de l'occasion pour examiner plus en détail si ces communications-là sont conformes. Est-ce que vous avez des contrats écrits, des clauses contractuelles? Est-ce que vous avez fait une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, s'il s'agit d'un transfert de renseignements hors Québec? L'inventaire va aussi vous permettre d'identifier des renseignements personnels sensibles et des catégories de personnes qui y ont accès. Est-ce que ces personnes-là ont des besoins de formation particuliers? Vous pourriez, par exemple, organiser une formation sur les règles de conservation avec votre collègue de gestion documentaire, en vous appuyant sur les constats d'inventaire. On comprend que l'inventaire devient alors le point de départ pour structurer votre gouvernance et faire évoluer vos pratiques. C'est un outil vivant qui doit être mis à jour régulièrement, mais intégré aussi dans vos processus. Donc, planifier sa révision chaque année, chaque 2 ans, c'est à vous de décider. Mais il doit évoluer avec vous et avec votre organisation. Voilà ce qui conclut ma présentation. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre un peu d'embarquer dans cet exercice parfois périlleux. Si vous avez des questions, ça me ferait plaisir d'en discuter davantage avec vous. Vous avez mes coordonnées ici vous pouvez me rejoindre au Bureau de la protection des renseignements personnels à l'Université Laval. Pour ceux que ça intéresse, je peux également vous fournir une copie du gabarit qu'on a utilisé, qu'on a développé à l'interne. Je pourrais même vous expliquer comment on gère l'inventaire dans l'environnement Microsoft 365 si c'est un outil que vous utilisez dans votre organisation. Donc, je laisse maintenant la parole à mes collègues pour la suite. Merci beaucoup, M. Forget. Merci beaucoup. Alors, j'entends déjà certains d'entre vous se demander, mais nous venons de voir l'inventaire des fichiers des renseignements personnels. M. Forget a glissé aussi un mot sur l'inventaire des renseignements personnels. Y a-t-il vraiment une différence entre ces deux-là, donc l'inventaire des renseignements personnels et l'inventaire des fichiers des renseignements personnels? C'est une excellente question qui a été posée par une des participants à la rencontre et la réponse est oui, il y a bel et bien une différence. L'inventaire des fichiers des renseignements personnels prévu à l'article 76 de la loi est un document officiel, est un document prescrit, réglementaire, donc un document formel. À l'inverse, l'inventaire des renseignements personnels est avant tout un processus. Il consiste à identifier, suivre, documenter l'ensemble des renseignements personnels collectés et conservés, communiqués par un organisme public. Autre distinction importante, c'est que la loi sur l'accès ne nous oblige pas explicitement à produire plutôt un inventaire des renseignements personnels. Cependant, comme vous allez le remarquer, plusieurs dispositions légales démontrent que c'est un exercice qui est indispensable à la conformité. Pensons juste à l'article 63.3, qui est plutôt point 1, qui impose à tout organisme public de prendre des mesures de sécurité assurant la protection des renseignements personnels collectés, utilisés ou communiqués. Ou encore à l'article 63.3 qui oblige les organismes publics à publier des règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Ces obligations amènent naturellement chaque organisme à se poser une série de questions que d'ailleurs M. Forget a posées. C'est quels sont les renseignements personnels que nous devons gouverner, puis comment nous devons les protéger, où se trouvent ces renseignements personnels, à quoi servent ces renseignements personnels. Et on ne peut répondre à ce genre de questions sans avoir d'abord réalisé l'inventaire des renseignements personnels détenus par l'organisation. Et c'est seulement à partir de la connaissance fine de nos données que nous pourrions être en mesure de définir des règles de gouvernance efficaces, d'appliquer des mesures de sécurité adaptées et ultimement donc assurer une gestion responsable et transparente des renseignements personnels. Sur cette base, donc, il me fait grand plaisir d'accueillir maintenant nos invités de l'Université de Montréal qui viendront partager l'approche adoptée par leur institution pour réaliser cet inventaire ainsi que les défis rencontrés et les bénéfices concrets qu'ils en retiennent aujourd'hui.
Bonjour, Madame Aurélie Dubois, puis bonjour, Madame Taïk Boris. Bonjour. Madame Aurélie Dubois est à l'emploi de l'Université de Montréal depuis 2018. Elle a été conseillère en système d'information et intelligence d'affaires, donc dès octobre 2022. Elle s'est jointe à l'équipe de la division des archives de la gestion de l'information où elle agit comme conseillère principale. Dans l'exercice de ses fonctions, elle est responsable du déploiement du programme de protection des renseignements personnels. En plus d'être titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, elle a obtenu la certification Certified Information Privacy Manager décernée par l'International Association of Privacy Professionals ainsi qu'une attestation professionnelle de l'Association des professionnels en accès et en protection de la vie privée. Madame Boris, Taïk Boris, est directrice de la division des archives et de la gestion de l'information de l'Université de Montréal depuis avril 2021. Dans le cadre de ses fonctions, elle dirige une équipe responsable du traitement des demandes d'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels. Auparavant, elle occupait le poste de responsable des systèmes de gestion dans cette même unité, et ce depuis 2002. Madame Boris est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'information et s'est spécialisée au cours des 20 dernières années dans la gestion de l'information numérique. Elle a obtenu une attestation professionnelle de l'Association des professionnels en accès et en protection de la vie privée et une certification Certified Information Privacy Manager de l'International Association, of Privacy Professionals. Alors, bienvenue, mesdames. À vous la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Ma collègue Aurélie et moi, on est très heureuses d'être ici aujourd'hui afin de vous partager notre expérience et de vous présenter comment on a procédé à l'inventaire des renseignements personnels qui sont détenus par l'Université de Montréal. Vous avez ici à l'écran nos coordonnées. Alors, après la conférence, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions sur le sujet. On va débuter notre présentation par une brève mise en contexte sur les débuts du programme de protection des renseignements personnels, donc notre programme PRP, à l'Université de Montréal. Je vais ensuite vous décrire la gouvernance qui a été mise en place dans notre organisation et vous expliquer les critères sur lesquels on s'est basé pour prioriser ce qu'on appelle les traitements de renseignements personnels, que je vais définir un peu plus loin, pour la réalisation de notre inventaire. Par la suite, on va passer au cœur de la présentation et ma collègue Aurélie va vous expliquer la méthodologie employée pour procéder à l'inventaire et s'assurer de rendre conformes les traitements de renseignements personnels qui ne l'étaient pas. On va conclure sur les principaux défis et clés de succès. À l'Université de Montréal, c'est le secrétaire général qui est le responsable de l'accès à l'information et de la PRP. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 2021, il n'y avait qu'une seule ressource pour l'assister dans cette fonction et c'était la directrice de la division des archives et de la gestion de l'information, donc la DAGI. Alors, la personne qui occupait mon poste avant moi. Juste avant de partir à la retraite en mars 2021, ma prédécesseure avait pu compléter une mise à jour de l'inventaire des fichiers de renseignements personnels en vertu de l'article 76 de la loi. Puis, la loi 25 est arrivée en septembre 2021. Dès le début, la direction de l'université a fait de la PRP une priorité institutionnelle et un chantier a été mis sur pied afin de développer un programme complet. Comme il y avait peu de littérature et de modèles à cette époque-là, on a décidé de faire appel à une firme externe pour nous aider. Par ailleurs, une équipe dédiée à l'accès et à la PRP a graduellement été constituée et 3 nouvelles ressources ont été embauchées. Donc d'abord une conseillère principale, Aurélie, et 2 autres conseillères. C'est aussi à ce moment que ce qui était à l'époque la division de la gestion de documents et des archives, DGDA, a changé de nom pour division des archives et de la gestion de l'information afin de mieux refléter son mandat. La mise sur pied du programme de PRP visait 2 grands objectifs. Bien sûr, d'abord, se conformer aux nouvelles exigences de la loi 25. Mais, deuxièmement, aussi tirer parti des bonnes pratiques pour encadrer et valoriser une gestion élargie de la donnée. La volonté était donc d'aller au-delà de la conformité
et de voir la loi 25 vraiment comme une opportunité pour améliorer nos pratiques en matière de gestion de l'information et mieux administrer et exploiter nos données. Notre inventaire porte essentiellement sur 3 types de renseignements personnels qui sont analysés pour chacune des différentes phases du cycle de vie. Donc, d'abord, les renseignements personnels des personnes étudiantes, ceux des membres du personnel et de tiers. Quelques mots maintenant sur notre gouvernance. À l'UDM, la plus haute autorité est le Conseil de l'université. Celui-ci a délégué la responsabilité de la PRP au Comité des technologies de l'information, de la protection des renseignements personnels, de l'accès et de la sécurité de l'information, qu'on appelle affectueusement le CTI-PRP-ASI. Les questions en lien avec la sécurité de l'information sont discutées au sein du Comité stratégique de la sécurité de l'information, le CSSI, et un comité a été mis sur pied pour les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. En parallèle de ça, il y a un comité directeur qui suit l'évolution du programme de PRP et qui rapporte au CSSI et ou au CTI-PRP-ASI tout enjeu en matière de PRP. Par ailleurs, des personnes répondantes en matière d'accès à l'information et de PRP ont été désignées dans les différentes unités académiques et administratives de l'université. Il y en a 56 au total. Elles sont responsables de veiller au respect des exigences de protection des renseignements personnels que l'unité collecte, utilise, communique, conserve ou détruit. Elles sont les personnes contact dans l'unité pour le secrétariat général. C'est aussi aux personnes répondantes que les incidents de confidentialité sont signalés afin d'être traités en collaboration avec le secrétariat général selon la procédure qui est en vigueur. Finalement, on a aussi les responsables de traitement, qui sont ceux qui déterminent les finalités et les moyens de réaliser un traitement de renseignements personnels détenu par l'université dans le cadre de leurs fonctions. Donc, ils s'assurent de la conformité du traitement et de le documenter également. Ce sont généralement des cadres. Pour la réalisation de l'inventaire, les personnes répondantes et les responsables de traitement sont mis à contribution. Tel que mentionné précédemment, la DAGI comprend donc une équipe de 3 personnes qui sont dédiées à la PRP. À cette équipe-là s'ajoutent 2 ressources qui sont rattachées aux technologies de l'information, plus spécifiquement à la direction transformation numérique et gouvernance TI, le secteur de la gouvernance des données. Ces 2 ressources sont dédiées en partie seulement à la PRP. Et ensemble, les 2 équipes forment ce qu'on appelle l'équipe PRP élargie, laquelle est notamment responsable de réaliser l'inventaire et de procéder à la mise en conformité des traitements. Alors, à l'UDM, l'inventaire des renseignements personnels est consigné dans ce qu'on appelle le registre des activités de traitement de renseignements personnels. Un traitement de renseignement personnel est un terme qui a été emprunté au Règlement général sur la protection des données, le RGPD, donc c'est-à-dire le règlement européen en matière de protection de la vie privée. Un traitement se définit donc comme une activité ou un ensemble d'activités organisationnelles qui portent sur des renseignements personnels et qui ont une finalité, donc c'est-à-dire un objectif bien déterminé, et ce, peu importe le procédé qui est utilisé. Vous avez à l'écran quelques exemples de traitements qu'on retrouve dans le milieu universitaire. Pour le volet académique, il y a notamment l'émission d'un relevé de notes. Pour le volet administratif, la production de la paye. Pour la recherche, les demandes de subventions. Et du côté des cliniques universitaires, la gestion des dossiers de patients. Bon, ce ne sont que des exemples. L'UDM compte plus d'une centaine d'unités, incluant les facultés, les écoles, les départements et les services, sans compter les unités de recherche, donc il y en a autour de 465. Alors, pour la réalisation de l'inventaire, il n'était pas possible de tout faire d'un coup et une priorisation a été nécessaire. Différents critères nous ont permis de prioriser les unités et d'établir un plan d'action. Les critères sont répartis en 2 grandes catégories. Donc, d'abord, ceux qui sont liés à la nature du traitement et ceux qui concernent la complexité et l'effort requis pour la mise en conformité. Pour ce qui est de la nature du traitement, on a notamment le volume, la sensibilité des renseignements personnels, leur exposition, donc c'est-à-dire qui y a accès, et leur communication ou non à l'externe. Du côté de la complexité des efforts requis, les critères concernent les processus qui peuvent requérir des modifications simples ou importantes, les outils, avec une adaptation simple ou du développement requis qui est plus complexe, et la formation des parties prenantes, donc en fonction du nombre de personnes à former. Avant de laisser Aurélie vous décrire notre démarche, je voulais vous présenter notre outil de suivi pour la réalisation de l'inventaire et la mise en conformité des traitements.
Donc, vous avez ici une capture d'écran de Microsoft Planner et du Kanban qu'on utilise. Chacune des colonnes présente différentes tâches à réaliser avec les traitements qui sont en cours d'analyse. Pour chaque traitement, on indique l'unité qui est responsable, le niveau de priorité qu'on indique de 1 à 3, l'effort qui est requis, est-ce que c'est un effort faible, moyen ou c'est plus complexe, et la personne de l'équipe PRP qui s'occupe de l'analyse. Les traitements sont d'abord dans la colonne Backlog, donc à prioriser. Une fois priorisés, ils changent de colonne. Viennent ensuite les étapes d'analyse préparatoire, les rencontres et échanges avec l'unité, puis la préparation du plan d'action. Une fois le plan d'action rédigé, on termine avec la présentation des recommandations. Je vais laisser maintenant Aurélie vous présenter le tout plus en détail. Donc oui, je vais vous expliquer notre méthodologie. Donc la démarche de mise en conformité vise à atteindre un niveau de protection suffisant et adéquat des renseignements personnels compte tenu des risques qui auraient été identifiés. On peut la décomposer en 3 grandes phases. En premier, on va documenter le traitement. Donc là, il s'agit de la phase de recensement où l'équipe PRP va établir une liste des activités de traitement de l'unité. Pour cela, on va se baser sur l'inventaire des fichiers de renseignements personnels, le site web de l'unité, les différents formulaires qui pourraient être disponibles en ligne ou encore les règles de gestion. Par la suite, l'équipe PRP va rencontrer la personne répondante de l'unité pour valider et au besoin compléter la liste des traitements qui contient des renseignements personnels. Ensuite, on va évaluer donc les risques en matière de PRP. Donc, grâce à la vue d'ensemble, le registre va nous permettre d'identifier quels sont les potentiels risques. Enfin, on va mettre en conformité ce qui ne l'est pas. Donc, on va définir les mesures à prendre pour une meilleure conformité et sécurité des renseignements personnels et présenter les recommandations. Si on reprend chacune de ces étapes en détail, voici les différentes ressources dont nous disposons. Tout d'abord, donc, le registre des activités de traitement. Donc, on s'est inspiré vraiment du RGPD européen pour bâtir ce registre. Puis, comme l'expliquait Taïk, ce registre va recenser sous la forme d'un inventaire toutes les activités qui portent sur des renseignements personnels avec un objectif déterminé, et ce, quel que soit le procédé utilisé. Donc, c'est vraiment un portrait à l'instant T de la situation actuelle. D'abord, dans une première section, on va indiquer les informations qui sont nécessaires à l'identification du traitement. Donc, on va lui attribuer un numéro unique, on va indiquer le nom, une brève description, on va indiquer de quelle unité ce traitement relève, ainsi que le responsable en charge. Ici aussi, on va pouvoir indiquer quelle est la finalité et s'il y a déjà eu une évaluation de facteurs relatifs à la vie privée qui a eu lieu. Ensuite, on cherche à avoir une vue d'ensemble donc de ce qui est fait tout au long des 5 phases du cycle de vie du renseignement personnel. La collecte, l'utilisation au sein de l'université, la conservation, la communication à l'extérieur de l'université et la destruction. Donc, pour chacun des traitements, on va chercher à répondre aux questions suivantes. D'abord, qui? Donc, on veut inscrire dans le registre le nom du responsable du traitement. Par la suite, on va répondre à la question du quoi. Donc, on veut vraiment avoir les types, mais surtout dresser une liste exhaustive de tous les renseignements personnels qui sont traités. Le pourquoi, donc quelles sont là ou les finalités pour lesquelles on collecte et on traite les renseignements personnels. La question du où, on veut déterminer les lieux où les renseignements personnels sont hébergés, stockés, et éventuellement s'il y a des transferts hors Québec lors de communication. Le jusqu'à quand, donc on veut pour chaque catégorie de renseignements personnels savoir combien de temps les renseignements sont conservés. Et enfin, le comment. Donc, quelles sont les mesures de sécurité qui sont mises en œuvre pour minimiser les risques? Par exemple, pour restreindre les accès non autorisés aux renseignements personnels. Ici, je vous ai mis un extrait donc, de notre registre qu'on fait sur Microsoft List. C'est l'exemple de la première section donc, qui est l'identification. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a mis différents types de champs à compléter qui peuvent prendre aussi différentes formes. Donc, ça peut être des textes libres, ça peut être des menus à choix multiples, ça peut être des listes qui existent déjà. Donc, par exemple, c'est lié avec notre portfolio des systèmes d'information. Et sous chacun de ces champs, on va avoir une description détaillée
qui va permettre en fait de rendre plus accessible cet exercice de saisie pour toutes les parties prenantes. Une fois donc qu'on a complété le registre, l'équipe PRP va procéder à l'analyse. Donc, il s'agit exactement de la même démarche que l'on fait pour les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. Tout d'abord, on analyse le traitement. Donc, sur la base des informations qui figurent au registre, on regarde 8 facteurs de conformité. Cette évaluation s'effectue en considérant le respect de la vie privée de la personne concernée sur la base des dispositions légales et réglementaires en matière de PRP. Le premier volet concerne le cadre du traitement. Donc, le fondement juridique, on veut savoir si c'est basé sur le consentement, sur un contrat, s'il s'agit d'une obligation légale ou autre. Ensuite, l'objectif. Donc, en plus d'être légitime, l'objectif doit se rapporter à des préoccupations qui sont réelles et sérieuses. On regarde aussi l'efficience du traitement. Ensuite, dans un deuxième volet, on s'attarde plus sur tout ce qui est lié à la minimisation de l'atteinte à la vie privée. Donc, on valide que chaque renseignement personnel traité soit nécessaire à l'atteinte de notre objectif. On cherche aussi à savoir combien de temps sont conservés les renseignements personnels et on s'assure d'une destruction sécuritaire une fois notre finalité atteinte ou selon les délais qui sont prévus au calendrier de conservation en vigueur à l'université. Un autre élément est celui des accès. Donc là, il s'agit du principe du moindre privilège qui fait référence à un concept de sécurité de l'information dans lequel on s'assure en fait que les utilisateurs ont les permissions minimales requises à l'exercice de leurs fonctions. L'intrusion à la vie privée, donc ici, c'est le principe de proportionnalité qui permet d'évaluer si les modalités du traitement sont plus au profit de la personne concernée ou plutôt au profit de l'université. Le troisième volet d'analyse pour le traitement concerne la qualité des renseignements personnels. On veut s'assurer ici que les renseignements sont les plus à jour, mais aussi qu'ils sont les plus exacts, exhaustifs et intègres possibles. Après avoir validé que les principes de la protection des renseignements personnels tels que la nécessité, la minimisation d'intrusion dans la vie privée ou encore le principe de transparence sont respectés au niveau du traitement, on va donc analyser les processus et les façons de faire au sein des unités. Donc, à travers une grille de questions, on cherche à comprendre comment l'unité traite les renseignements personnels et si ces pratiques respectent la vie privée, toujours en suivant le cycle de vie du renseignement personnel. Vous avez ici un extrait des critères qui font l'objet de questions beaucoup plus précises. Par exemple, au moment de la collecte, si le fondement juridique est le consentement, nous allons vérifier sa validité et nous assurer qu'il respecte les exigences légales. Enfin, nous avons également une grille d'analyse pour nos outils, c'est-à-dire nos systèmes d'information qui sont utilisés pour le traitement des renseignements personnels. On cherche à comprendre les particularités de la solution et évaluer le volet de sécurité. Par exemple, on va regarder pour chaque solution quel est le type d'hébergement. On cherche aussi à savoir si une authentification multifacteur est présente ou encore s'il y a un chiffrement des données en transit et au repos qui est prévu. La dernière phase de la mise en conformité consiste à rencontrer des unités, donc c'est-à-dire les responsables de traitement et les personnes répondantes en matière de PRP, pour leur présenter les mesures à prendre pour une meilleure conformité et sécurité des renseignements personnels. Voici un exemple de fiche de plan d'action qui est produite pour chacun des traitements qu'on analyse. Encore une fois, on reprend le cycle de vie des renseignements personnels. On va identifier les risques et l'utilisation inadéquate qui pourrait être faite de certains renseignements personnels à chaque étape du cycle de vie. Et on va proposer des mesures concrètes à appliquer que les responsables devront mettre en place pour se conformer aux bonnes pratiques. Pour cela, on a bâti un référentiel de risque sur lequel on se base pour préparer chaque plan d'action. Je vais maintenant repasser la parole à Taïk qui va vous présenter les défis rencontrés, mais surtout quelles ont été nos clés de succès. Alors, bien entendu, lors de la réalisation de l'inventaire et de la mise en conformité, on a fait face à différents défis. À l'université, je l'ai déjà mentionné, le volume de données et le nombre d'unités sont très grands et on a dû donc définir des priorités. Comme dans la plupart des projets, la disponibilité des parties prenantes a représenté un enjeu.
L'année universitaire donc, est ponctuée de périodes de pointe, la rentrée scolaire, la mi-session, la fin de session, la fin de l'année financière pour l'administration, la fin de l'année financière pour la recherche, donc laquelle est différente aussi, etc. La gestion du changement demeure évidemment un classique. Par ailleurs, au moment de débuter nos travaux, il y avait peu de littératie et de modèles disponibles, alors on a souvent dû partir de zéro. Par exemple, pour notre politique, notre gabarit EFVP, notre gabarit pour l'inventaire aussi des renseignements personnels et autres. Un autre défi a été le manque d'outils spécialisés. En effet, on a généralement dû créer nos propres solutions maison. Donc, comme vous l'avez vu, notamment pour l'inventaire, on a développé un formulaire au moyen de Microsoft List. Finalement, on a rencontré certaines difficultés dans la mise en place des plans d'action. Parfois, les ressources humaines ou encore les ressources financières étaient insuffisantes pour apporter les correctifs à court terme. Dans d'autres cas, ce sont les systèmes d'information qui posaient problème parce qu'ils ne permettaient pas notamment d'éliminer les données telles que prévues par le calendrier de conservation et du développement étaient requis. Mais au-delà des défis, plusieurs conditions gagnantes étaient réunies pour faire de la mise en place de notre programme de PRP, incluant la réalisation de l'inventaire, un succès. Un des éléments déterminants a assurément été le fait que le projet avait l'appui de la direction d'université qui a fait de la PRP une priorité institutionnelle. On avait également la chance d'avoir déjà en place plusieurs éléments de gouvernance de l'information qui ont facilité l'adhésion et l'application du programme par la communauté universitaire. Le calendrier de conservation, la catégorisation des actifs informationnels, laquelle est maintenant remplacée par la classification de sécurité, ainsi que notre espace réseau sécurisé Docum en sont des exemples. Le fait d'être accompagné par une firme externe et d'avoir une équipe multidisciplinaire dédiée au projet ont également été des clés de succès. En bonus, la mise en conformité a amené les unités à revoir et optimiser certains de leurs processus, ce qui a été très positif. Et en terminant, un des éléments dont on est plus fier, c'est qu'on constate aujourd'hui qu'il y a eu un réel changement de culture au sein de l'université en matière de PRP. Les gens sont maintenant beaucoup plus conscientisés et ont développé de bons réflexes. C'est certain que ce n'est pas encore le cas chez l'ensemble de tous les membres de la communauté, mais on sent qu'on est vraiment sur la bonne voie. Aurélie et moi, on vous remercie de votre attention et on demeure bien entendu disponible pour éventuellement échanger avec vous sur toutes ces questions. Merci beaucoup, mesdames, pour la présentation. L'une des questions qui a été posée par un participant à cette rencontre était de savoir, existe-t-il une méthode désignée pour réaliser l'inventaire des renseignements personnels? Alors, la réponse qu'on lui donnait, c'est ce qu'on lui donne plutôt en ce moment, c'est qu'il n'existe pas de modèle unique. Chaque organisation adapte sa démarche en fonction de sa réalité et de sa maturité en matière de gouvernance des renseignements personnels. Nous avons entendu tout à l'heure donc l'Université de Montréal qui vient de nous présenter sa propre approche de l'inventaire, développée à partir de ses besoins opérationnels, de ses outils internes. Nous allons maintenant découvrir une perspective différente, celle du ministère du Conseil exécutif, qui applique depuis quelques mois une méthode dite de gestion intégrée, une méthode qui, bien qu'encore récente au ministère, semble déjà prometteuse. Pour nous en parler plus en détail et nous présenter cette démarche novatrice, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Mélissa Janice Lacombe, qui vient partager son expérience et les premiers constats tirés de cette mise en œuvre. Bonjour, Madame Lacombe. Bonjour. Maître Mélissa Janice Lacombe est conseillère juridique au traitement des dossiers décisionnels au secrétariat du Conseil exécutif depuis 2021. Elle est également coordonnatrice de la protection des renseignements personnels pour le ministère du Conseil exécutif. Depuis plus de 10 ans, elle agit à titre de conseillère en matière d'accès et de protection des renseignements personnels au gouvernement du Québec. À vous la parole. Bonjour tout le monde. Donc, on a eu 2 présentations très intéressantes sur l'inventaire des renseignements personnels, puis comment réaliser cet inventaire. On sait que parfois, ça peut être lourd, mais les solutions proposées sont très intéressantes. Ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est un peu plus l'intégration de l'inventaire dans les processus de l'organisation. L'objectif, c'est qu'une fois qu'on a fait l'inventaire,
Comment garder cet inventaire-là à jour? Moi, c'est un peu la solution que je veux essayer de vous proposer aujourd'hui, ou du moins des pistes de solutions pour garder l'inventaire à jour. Donc, l'utilité d'avoir l'inventaire à jour, et ça a été dit dans les deux présentations précédentes, c'est que si on ne connaît pas les renseignements que l'on détient, bien, ça va être très difficile d'en assurer la protection. Puis l'objectif de la PRP, c'est d'assurer la protection des renseignements personnels qu'une organisation détient. Également, l'utilité d'avoir un inventaire à jour permet d'assurer une cohérence dans le traitement des renseignements. Donc, une bonne gestion en matière de PRP devrait passer notamment par un bon inventaire des renseignements personnels. Les enjeux qu'on a rencontrés qui rendent le fait d'avoir un inventaire à jour plus difficile, c'est d'abord des renseignements recueillis en trop grande quantité. Donc, plus on a de renseignements à gérer, plus ça peut être laborieux et fastidieux. Donc, il faut restreindre le plus possible les renseignements recueillis. De là, le critère de nécessité qui est déjà de toute façon dans la loi. On a aussi des renseignements qui sont conservés au-delà de la durée requise. Bien souvent, les gens ne sont pas de mauvaise foi, mais on peut oublier qu'on détient des renseignements. Les renseignements, ils peuvent être mal classés en raison d'une gestion documentaire inefficace. On peut les conserver parce qu'on n'avait pas le rappel ou les processus nécessaires pour qu'au moment où les fins sont arrivées et qu'on n'a plus besoin des renseignements, bien, on n'a pas le rappel pour nous dire « Oh, c'est à ce moment-là qu'il faudrait que je les détruise. » Puis tout ça passe notamment par un défaut de réviser ponctuellement les processus et les procédures internes. Notamment pour les renseignements qui sont conservés dans des systèmes informatiques, ça bouge vite l'informatique. Et si on ne s'adapte pas, puis qu'on ne bouge pas en même temps que les procédures puis les processus avancent, bien, on n'arrivera pas à avoir un bon inventaire à jour. La gestion intégrée des inventaires, il faut d'abord déterminer le cycle de vie des renseignements personnels. Je vais le répéter plusieurs fois au cours de ma présentation, mais selon nous, la clé, c'est de faire le travail en amont et de déterminer avant la collecte le cycle de vie complet des renseignements personnels. Ça passe aussi par un travail en collaboration. Les deux présentations faites avant la mienne l'ont répété et c'est une clé du succès, c'est le travail en collaboration. Il faut développer des processus puis se doter d'outils pour avoir tous les rappels pertinents au bon moment. Donc, déterminer le cycle de vie des renseignements personnels avant la collecte. Qu'est-ce que ça va permettre? Bien, je vous ai présenté, il y a quelques diapositives, les différents enjeux qu'on rencontre. Et comment la détermination du cycle de vie des renseignements personnels en amont permet de répondre à ces enjeux-là? D'abord, si je détermine la nécessité de chacun de mes renseignements avant la collecte, je vais éviter de recueillir en trop grande quantité les renseignements personnels. Également, si je détermine mon délai de conservation avant ma collecte, je vais pouvoir me mettre les rappels et les procédures pertinentes en place avant la collecte pour qu'au moment venu, lorsque les fins pour lesquelles j'aurai recueilli les renseignements seront complétés, je pourrai détruire de manière sécuritaire les renseignements. Ça a l'air bien beau tout ça, mais c'est important de travailler en collaboration. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter pour la suite, c'est comment le travail en collaboration avec les différentes unités de votre organisation peuvent faire en sorte qu'on se lève mutuellement des drapeaux qui permettent de respecter les obligations légales et d'être informés en tant qu'équipe PRP lorsqu'on fait une nouvelle collecte de renseignements. Ce qui nous permet de savoir, idéalement en temps réel, les renseignements détenus par notre organisation. Évidemment, c'est un idéal, c'est la théorie des petites bouchées. On essaie de plus en plus de tendre vers une collaboration
faut que les gens se sentent de plus en plus interpellés. Mais s'outiller puis travailler ensemble, c'est la clé du succès. Au ministère, comment on a fait ça? On a d'abord un réseau des répondants. Le réseau des répondants, c'est une personne par unité administrative qui est la personne contact avec qui l'équipe de l'accès de la PRP collabore dans ces matières. Donc, c'est des gens qu'on forme de manière plus régulière. C'est des gens à qui on donne des outils et qui développent des réflexes en matière d'accès PRP et qui sont plus à même de nous interpeller au bon moment, par exemple, lorsqu'ils font un sondage, lorsqu'ils font une collecte et que de nouveaux renseignements sont recueillis au sein du ministère. Donc, c'est une belle porte d'entrée pour nous pour connaître en temps réel l'inventaire des renseignements personnels qu'on détient. Il y a évidemment le comité de gouvernance. Donc, le comité de gouvernance, pour nous, c'est le comité prévu dans la loi sur l'accès, qui regroupe des gens des TI, des gens de la gestion des risques, des gens de la sécurité de l'information et les gens de l'accès et de la PRP. Je vais vous le présenter tantôt, mais de ce comité de gouvernance-là est venu un sous-groupe de travail pour notamment les projets en matière informatique. On fait également la promotion de nos services, que ce soit par notre intranet, via le réseau des répondants, via différents outils qu'on développe. On fait la promotion de nos services pour que l'équipe PRP soit une alliée. Moi, ce que je constate, c'est que bien souvent, ce que l'on reproche à l'équipe de la PRP, c'est d'être vu comme un peu un bloquant. Non pas parce que les gens pensent qu'on est de mauvaise foi, mais parce qu'on arrive en bout de piste. Puis évidemment que si on est interpellé à la fin, ça se peut qu'on dise que tout ce qu'ils ont fait avant ne fonctionne pas et ne permet pas de respecter les règles en matière d'accès PRP. Donc, si toutes les bonnes équipes nous interpellent au bon moment, on va arrêter d'être vu comme un bloquant. Et on s'adjoint des équipes expertes, donc TI, sécurité, gestion des risques et on travaille également beaucoup en collaboration avec la gestion documentaire. Chaque fois qu'on fait un avis PRP, on dit que les règles de conservation, ça doit être, on fait de la destruction lorsque les fins pour lesquelles les renseignements ont été recueillis sont accomplis, sous réserve du calendrier de conservation. Donc, on a une collaboration avec l'équipe de la gestion documentaire qui établit les règles du calendrier de conservation pour venir nous consulter lorsqu'il y a des renseignements personnels impliqués et qui trouvent que la règle de conservation, elle semble inadéquate. Donc, encore là, c'est un levier de l'équipe PRP pour être informé des renseignements personnels qui sont recueillis par le ministère et adapter les procédures et les règles de conservation en conséquence. L'équipe de la gestion documentaire est un fort allié. On a développé certains processus, je vais vous en présenter deux. L'inventaire des fichiers de renseignements personnels. La façon qu'on le fait au ministère, on a d'abord la transmission d'un formulaire de fichiers de renseignements personnels chaque fois qu'on est consulté pour une collecte de renseignements personnels. Donc, l'équipe, l'unité administrative qui fait la collecte doit remplir le formulaire et le formulaire établit en amont le cycle de vie des renseignements personnels. Donc, c'est une porte pour nous de connaître les renseignements personnels qu'on détient. On fait un exercice annuel de révision des fichiers de renseignements personnels. Donc, via notre réseau des répondants, on transmet les formulaires qu'on a pour leur unité et on demande, est-ce que ces formulaires-là, ils sont encore bons? Est-ce que vous avez des nouveaux fichiers de renseignements personnels? Est-ce qu'il y en a qui n'existent plus parce qu'on a détruit de manière sécuritaire les renseignements? Et on regarde également si pour ceux qui nous disent qu'ils sont toujours bons, la règle de conservation indique que ça aurait dû être détruit. On a des discussions avec l'équipe pour voir, est-ce qu'on avait fixé la mauvaise règle? Est-ce qu'on n'a pas respecté la règle? Et qu'est-ce qu'on devrait faire par la suite? L'exercice de cette année d'inventaire des fichiers de renseignements personnels a donné lieu à de la destruction de beaucoup de renseignements dans beaucoup d'unités. Ça a été fort productif. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait en grande branle là, comme ça. Et on a réalisé que les unités se sont senties très interpellées et ont détruit de manière sécuritaire beaucoup de renseignements qui soit ne savaient plus qu'il y avait ou qui gardaient
au cas où, puis on leur a expliqué que ça ne fonctionne pas comme ça en matière d'accès PRP. On essaie aussi d'uniformiser le traitement des renseignements de même nature. Dans la mesure du possible, selon nous, à moins d'exception, des renseignements de même nature devraient avoir un traitement un peu similaire du point de vue minimal de la sécurité. Donc, l'exercice qu'on aimerait faire dans la prochaine année, c'est notamment pour les renseignements des employés. Ce qu'on réalise, c'est que la DRH en détient, les unités administratives en détiennent, et c'est peut-être pas traité de la même manière. Donc, encore là, la théorie des petites bouchées, on prend un sujet à la fois, puis on essaie d'uniformiser le traitement de ces renseignements-là pour rencontrer les objectifs de la loi. Le deuxième processus qu'on a mis en branle, et ce depuis avril 2025, c'est un cheminement pour les projets informatiques. Ce qu'on a réalisé, c'est que la sécurité de l'information a plein de règles applicables en matière de projets informatiques. Les TI ont des règles applicables et la PRP a des règles, notamment avec l'obligation de faire une FVP dans plusieurs cas. Ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait le fun de parler d'une seule et même voix et ça nous donnait une autre porte d'entrée pour connaître les renseignements personnels détenus par le ministère en temps réel. Donc, on s'est doté d'un cheminement standardisé qui dit, en fonction des renseignements qui seront recueillis ou utilisés dans le cadre du système informatique, à quel moment faire intervenir, par exemple, l'équipe de la sécurité, l'équipe de la PRP, l'équipe de la gestion des risques. On a bonifié le formulaire d'identification des besoins pour les projets informatiques. Il existait déjà un formulaire qu'on est venu bonifier pour savoir d'entrée de jeu s'il y avait ou pas des renseignements personnels impliqués. On n'a pas besoin, en début de projet informatique, de connaître tous les renseignements en détail. Mais on a besoin que l'équipe DTI nous lève un drapeau pour dire « il y aura des renseignements personnels, nous aurons besoin de vous ». Et c'est via le sous-groupe de travail dont je vous ai parlé tantôt qu'on est interpellé. Donc, on a un cheminement spécifique s'il y a des renseignements personnels. On fait la coordination entre les équipes du sous-groupe du travail et on identifie les mesures de sécurité appropriées. On a également développé différents outils. On a un aide-mémoire concernant la collecte de renseignements personnels. Et dans cet aide-mémoire-là, on rappelle la nécessité de déterminer en amont le cycle de vie des renseignements. On dit à quel moment communiquer avec l'équipe de la PRP. On rappelle l'existence du formulaire de fichier de renseignement personnel, de la nécessité de le compléter et de le transmettre à l'équipe PRP pour avoir notre porte d'entrée pour connaître les renseignements détenus au ministère en temps réel. On a le formulaire de collecte de renseignements dans le cadre de projets informatiques qu'on vient de voir. On s'est aussi doté d'une grille d'analyse de risque standardisée spécifique aux renseignements personnels, notamment dans la réalisation de l'évaluation des risques dans le FVP. Cette grille-là est un document évolutif dans lequel on a essayé de recenser tous les risques auxquels on pensait en matière de PRP qui pourraient se présenter dans les projets informatiques pour arriver à avoir des mesures de sécurité le plus uniforme possible en fonction des risques. Ce qu'on a réalisé aussi, c'est que l'analyse de risques, à proprement parler, est plutôt vue comme les risques organisationnels, les risques pour l'organisation. Alors qu'en matière de PRP, c'est la personne qui devrait être à l'avant-plan. Donc, encore là, il a fallu changer un peu les façons de voir les choses pour axer ça sur la PRP. Et on a notre formulaire de fichier de renseignement personnel. Et comme ça a été dit dans les deux autres présentations, c'est une des clés du succès. Évidemment, on est ce que je qualifierais d'une petite organisation au ministère du Conseil exécutif. Donc, ça facilite la collaboration entre les différentes équipes dont je vous ai parlé. C'est sûr que dépendamment de la taille de votre organisation, ça se peut que le modèle que je vous ai présenté est plus facile ou plus difficile à appliquer. Il va peut-être nécessiter des adaptations, mais ça peut vous donner certaines idées de comment intégrer dans les processus l'inventaire à jour des renseignements personnels. Ce que je vous invite à faire, c'est de travailler en amont.
de mettre en place des mécanismes de suivi et de mise à jour réguliers pour être interpellé au bon moment pour avoir l'information en temps réel et d'impliquer vos équipes. Il faut que la PRP, ça devienne l'affaire de tous. Et on a un super bon momentum, que je dirais, avec les modifications à la loi. Tout le monde se sent interpellé en matière d'accès PRP. C'est très au bout du jour. Ça fait l'objet des médias. C'est le bon moment pour impliquer tout le monde puis tenir un inventaire des renseignements personnels. Ça fait le tour pour moi. Merci beaucoup, Maître Lacombe. Donc, la théorie des petites bouchées, voici ce que je retiens de votre présentation. On va conclure le webinaire. Au terme de ce webinaire, nous repartons avec plusieurs apprentissages précieux. Nous avons d'abord compris comment l'inventaire des fichiers des renseignements personnels que nous détenons déjà dans nos organisations peut devenir un véritable outil de gestion, de transparence et de responsabilisation en matière de PRP. Nous avons saisi la distinction entre l'inventaire des fichiers de renseignements personnels et celui des renseignements personnels, deux démarches complémentaires, mais fondamentalement différentes dans leur portée et leur finalité. Nous savons désormais quelles informations peuvent figurer dans l'inventaire des renseignements personnels et surtout, nous savons que la clé du succès réside dans le soutien des autorités institutionnelles, donc des autorités dans nos organisations. Lorsque la haute direction fait de la protection des renseignements personnels une priorité et encourage l'adhésion de l'ensemble du personnel, elle crée un véritable levier de ce changement institutionnel plutôt, comme on l'a vu dans les différentes présentations. Et en disant ça, je réponds à une question soulevée par un participant à notre rencontre: de qui relève l'obligation au sein de l'organisation et qui doit coordonner la tenue des inventaires? Je dirais que nous sortons aussi enrichis de ce webinaire qui nous a permis de voir comment une grande organisation avec ses multiples directions peut concrètement réaliser un inventaire efficace et vivant. Nous partons surtout avec la conviction que l'inventaire des renseignements personnels est un passage obligé pour assurer la sécurité, la gouvernance et la conformité à la loi. Et enfin, nous retenons qu'un tel inventaire n'est pas l'affaire d'une seule personne. Il repose sur la collaboration de tous les secteurs, car la protection des renseignements personnels est une responsabilité partagée. Avant donc de nous quitter, je voudrais aussi vous annoncer que des webinaires à venir, soit maîtriser les règles du consentement le 10 décembre 2025 et sonder de manière éthique et dans le respect de la vie privée. Le webinaire sera le 11 février 2026. Je vous invite tous à vous y inscrire. Merci à toutes et à tous pour votre participation, pour votre écoute et surtout votre engagement envers une gestion responsable et éclairée des renseignements personnels. Merci.